Donc, si vous vous rappelez la dernière fois, on a déjà fait l'ajout, on a fait aussi la suppression qui a été bien passée. Maintenant, on va passer à la modification. Donc, l'objectif de la modification, d'abord, c'est de créer, bien d'ajouter une autre image hein, pour la modification. Et quand je clique sur l'image, par exemple ici, je passe directement vers ce formulaire, vers le même formulaire qu'on a déjà utilisé. Pour faire quoi? Pour faire la modification. Et donc, en fait, ce bouton valider jouera deux rôles. D'accord? Soit valider la modification ou bien valider l'ajout. Donc, sauf que, ici, quand vous cliquez sur, par exemple, un élément, les données, l'ID nom et note, vont être transférées vers le formulaire. Donc, comment je peux faire ça? Regardez. La première des choses, d'abord, c'est d'ajouter le bouton. Donc, je cherche d'abord sur Google une icône. Voilà. Icône update avec arrière-plan transparent. Regardez, avec arrière-plan transparent background. Voilà. Là, vous allez voir plusieurs images. Je peux cliquer d'abord sur image. D'accord. Puis je choisis ici pour la taille icône. Et donc là, je peux voir qu'il y a quelques images que je peux les pour l'application. Donc je vais choisir une, par exemple celle-là. Je vais vérifier juste si l'arrière-plan est transparent ou non. Voilà, je clique. Non, c'est pas ça. Je vais cliquer sur quoi? Voilà, je clique sur celle-là. Voilà, alors quand vous voyez ces carreaux, ça veut dire que l'arrière-plan est transparent. Donc je prends cette image. Normalement, soit vous l'enregistrez dans votre projet, soit vous prenez directement le lien. Alors moi, je vais copier l'adresse de l'image, comme ça, et je reviens vers ici, et j'ajoute une nouvelle balise DD, et à l'intérieur, une nouvelle balise IMG. Voilà. Bien, donc je mets dans la source, quoi? Le lien de cette image. Voilà, c'est ça. Donc, ce que j'ai copié. Alors, je vérifie si ça passe ou non. Alors, oui, ça passe, mais il est très très grand. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste vérifier que déjà, on a déjà un style pour l'image de suppression. Donc, si vous revenez vers le style, ça a été déjà ajouté ou dans le fichier CSS. Donc, si vous vous rappelez très bien, on a déjà créé une classe icône. C'est bon? Et donc, si vous revenez encore vers notre première image, qu'est-ce que vous allez trouver? Classe icône. Donc, je prends la même chose. Et voilà, donc les deux images doivent appartenir à la même classe pour qu'il ait les mêmes dimensions. Et voilà, maintenant c'est bon. Maintenant pour le clic, je dois cliquer puis aller vers le formulaire. Donc comment je peux faire ça? Regardez, je dois d'abord ajouter l'action clic. Afficher forme. Voilà, c'est ça. Donc afficher forme est une fonction qui permet d'afficher le formulaire. Alors, qu'est-ce que je dois donner à ce formulaire? Bien sûr, vous pensez à l'ID. C'est bon? Mais non, on ne va plus utiliser l'ID pour le moment. D'accord? On va aller d'abord vers list comme ça. Et on ajoute la fonction afficher forme. Alors, la fonction afficher forme, quand j'appelle cette fonction, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on passe vers le formulaire directement. Donc, le formulaire, on peut y accéder avec un objet qu'on doit aller le déclarer dans le constructeur. Ici, on a déjà HTTP client et on a private ng bmodal et il faut ajouter
Voilà, il faut ajouter comme ça. Encore. On injecte un objet, quoi? Router, c'est ça? De classe router. Voilà, exactement. Alors, parce que c'est l'objet router de la classe router qui permet de naviguer d'un objet vers l'autre, bien d'un composant vers l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On injecte private router de classe router et on l'utilise dans notre méthode afficher forme comme ça. This.router.navigate. Vous vous rappelez de la fonction navigate. On a déjà fait ça. Entre crochets, j'ouvre les doubles crochets, entre parenthèses les crochets, et je spécifie quoi? Student/form. Eh bien, ça c'est l'URL de quoi? Du composant form. Alors, regardez ce qu'on peut faire. Alors, je clique et je passe vers le formulaire. Maintenant, comment je peux faire passer des paramètres vers un nouveau composant, vers le composant qui va être ouvert? C'est-à-dire, s'il y a une information ici, comment je peux d'abord la récupérer et comment je peux l'envoyer vers notre composant. D'accord? Alors, regardez. Je vais aller vers Navigate et là, il fallait savoir qu'elle possède deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'URL qu'on veut accéder et le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est voilà, c'est un petit code JSON qui contient voilà, query param. Alors, c'est quoi query param? C'est une variable qui contient les paramètres. Et donc, quand je mets égal, j'ouvre. Voilà. Je peux ouvrir les parenthèses ou bien je peux l'écrire sur la même ligne, comme vous voulez. Et je précise un paramètre qui s'appelle student. Voilà. Et ensuite, je mets student ou bien je suis où maintenant? Est-ce qu'il y a un objet? Parce que normalement, je dois envoyer l'objet, mais je ne le vois pas. Mais où est le student à envoyer? Parce que regardez, la fonction afficher forme, il navigue vers l'URL et il doit faire quoi? Il doit envoyer un student. Mais d'abord, comment il va récupérer le student? C'est ça. Alors regardez, il faut revenir maintenant vers la liste. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on a donné? On a appelé une fonction afficher forme qui est vide, qui n'a pas de paramètres. Mais à l'intérieur d'une ligne TR, pour chaque ligne TR, on a un student. D'accord? Et donc, pourquoi ne pas penser à faire comme ça? Voilà. C'est bon? Donc, j'ajoute tout simplement le student qu'on a affiché ici. On a affiché déjà l'ID, on a affiché le nom, la note. C'est bon? Et bien sûr, on peut faire quoi? On peut l'écrire ici. De même, la dernière fois, on a fait une autre méthode. On a mis ID, student ID. Mais avec events, c'est juste pour vous montrer le rôle de event, tout simplement. Mais on peut faire la même chose. On peut faire entrer quoi? Student directement. Et comme ça, je peux récupérer le tout. D'accord? Après, on va essayer de remodifier ça. Mais ici, on a montré deux méthodes. Hein? Alors, regardez. Le problème ici, pourquoi il souligne, c'est parce qu'il faut déclarer ici quoi? Voilà, une variable, bien students.any. Voilà, maintenant, erreur disparue. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire ici students. Voilà. On a récupéré le student en tant que paramètre et on l'a mis ici comme une valeur de l'objet student. D'accord?
Mais juste pour l'information, si vous faites comme ça, peut-être il y aura des petits problèmes. Mais ne vous inquiétez pas. On va voir d'abord le problème et on va le résoudre. D'accord? Bien. Ça c'est quoi? Ça c'est Navigate. Navigate, ça va ouvrir le formulaire et va lui envoyer aussi le paramètre student. Alors maintenant, comment je peux récupérer le student à l'intérieur du formulaire? Alors, il faut revenir maintenant vers notre formulaire, vers notre TS. Et lors du chargement, alors le chargement d'un composant se fait par quelle méthode? ng, quoi? Exactement, ng on init. Et donc, lors du chargement du composant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement appeler, quoi? Appeler les paramètres, bien récupérer les paramètres. Donc, les paramètres, normalement, sont récupérés par un objet que je vais écrire ici. Voilà. C'est ça, c'est private, quoi? Root, comme ça. Comme vous remarquez, auparavant, on a utilisé le mot router. Router qui vient de la classe root. Et ici, on peut écrire active root de classe activated root. Voilà, il faut utiliser cette classe-là, activated root, parce que c'est à l'intérieur de l'objet active root, de la classe activated root, que je peux récupérer tous les paramètres. Donc, pour récupérer les paramètres, ici, à l'intérieur de ng on init, on fait quoi? Regardez, je fais comme ça, this.activeRoot. Alors, qu'est-ce qu'il faut récupérer? Il faut récupérer quoi? Regardez, query params. Pourquoi query params? Parce que dans la liste, on a utilisé quoi ici? Query params. Et donc, automatiquement, il faut mettre query params tout simplement. Donc, on peut récupérer query params comme ça. Et on peut faire ce qu'on appelle un subscribe. Pourquoi? Parce que query params renvoie aussi un canal où il y a les paramètres. Ça veut dire un observable. Donc, je mets subscribe. Et à l'intérieur, je mets data et une fonction callback. Ensuite, je fais tout simplement quoi? Console.log quoi? Data. On n'a pas encore terminé, c'est juste pour vous montrer quelques petits trucs. Alors, regardez. Alors, je passe maintenant vers mon formulaire, ma liste. J'ouvre d'abord le volet inspecter, console. Et regardez, je vais cliquer maintenant sur ce bouton et voir qu'est-ce qui se passe en bas. Ah, parfait. Donc, qu'est-ce qu'elle a renvoyé? Alors, un objet, ça c'est le paramètre, hein, le paramètre student. Vous voyez? Mais il est égal à quoi? Object, c'est quoi ça? Il n'y a pas de données, comme vous remarquez. Ben, je ne vois pas les données. Où est l'ID? Où est le nom? Où est le prénom? Ben, finalement, on ne peut pas utiliser cet objet comme ça. N'est-ce pas? Donc, cet objet n'est pas utilisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lors de l'envoi de l'objet, normalement, il ne faut pas l'envoyer en tant qu'objet. Il faut l'envoyer en tant que JSON, en objet JSON. Et donc, pour transformer un objet any, parce que ça c'est any, le transformer en JSON, regardez ce qu'il faut faire. Voilà. Je peux d'abord, avant de l'envoyer, je peux écrire tout simplement JSON student. C'est bon, une nouvelle variable, const
Voilà, une variable constante, parce que je ne vais pas modifier ici. Et ça sera quoi? Ça sera, regardez ce que je vais écrire. J'écris JSON, et ça, c'est obligatoire. Donc, JSON, point. Regardez, il y a deux méthodes importantes ici que vous devez savoir. Hein. Tout le monde doit savoir ces deux méthodes. Il y a la méthode stringify, qui permet de transformer un objet en JSON. Il permet de transformer les objets en JSON. Et parse, c'est le contraire. Si vous avez JSON, on peut le transformer en objet. D'accord? Alors, j'utilise maintenant stringify. À l'intérieur, j'utilise students. Comme ça. Et là, j'envoie quoi? Je n'envoie pas student, mais j'envoie JSON student. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Parfait? Bien. Alors, je vais vérifier maintenant. Je passe vers liste. Je clique sur cet objet. Et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Parfait. Maintenant, il a envoyé le student en tant que contenu JSON. Avec l'ID 11, camel, notes et groupe égal à nul pour le moment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pu d'abord récupérer l'objet ici et on l'a envoyé vers le nouveau composant. Donc, regardez quand je clique sur ajouter, l'objet est vide. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas cliqué sur ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ça, c'est un objet que je dois récupérer. Mais si vous voyez bien, où est l'objet qui nous intéresse? Est-ce que tout cela ou bien seulement cette partie? Oui, seulement l'objet student. Parce que ça, c'est l'objet param, query param. D'accord? C'est l'objet query params. Et ça, c'est le nom du paramètre qui s'appelle student. Je peux l'appeler A, B, C, D, comme vous voulez. Et ça, c'est la valeur qui est JSON student. Donc, moi, je veux afficher quoi? Seulement les valeurs, tout simplement. Donc, comment je peux faire? Ben, je peux faire comme ça et écrire student. Voilà. Entre crochets, student. Pourquoi? Pour récupérer la valeur du paramètre student. Alors, si vous voyez bien aussi, maintenant, je clique. Ah, pardon, j'ai cliqué sur. Voilà. Et là, vous voyez quoi? Directement l'objet student. Bon, il n'y a pas de paramètre student, directement l'objet. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec cet objet? Moi, j'ai déjà affiché, donc je dois le retransformer en objet. C'est-à-dire, auparavant, j'ai utilisé quoi? Hein? J'ai utilisé stringify. Maintenant, j'utilise quoi? Parse, exactement. J'utilise parse. Mais juste, prenez une idée sur cet objet. Voilà, il est comme ça. Maintenant, je vais utiliser avant, je crée const, voilà, student comme ça, et j'utilise json.parse et je lui donne quoi? Voilà, data entre crochets student, et là, j'affiche tout simplement student. C'est bon? Alors, je refais le test. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? La différence entre maintenant et auparavant? Auparavant, il y avait quoi? Des double quotes autour de l'ID, du nom, de la note. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un objet JSON. Maintenant, non, ça c'est un objet JSON, oui, mais on peut, par exemple, si vous voulez récupérer l'ID, on met tout simplement ID, comme ça. Alors, je teste. Voilà, pardon. Ça, et voilà, vous voyez l'ID. Donc, je peux récupérer tout simplement l'ID et tout. C'est bon? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement une petite chose.
c'est comment mettre ces valeurs récupérées dans les zones de texte. D'accord? Alors, regardez. Je vais revenir ici. Et vous savez très bien que vous avez déjà un objet Form Student, le formulaire, c'est ça. Alors, comment je peux maintenant affecter les valeurs qu'on a reçues vers l'ID non et not? Alors, regardez. Maintenant, ce n'est pas la peine d'afficher. On est sûr et certain qu'on a bien récupéré les données. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement maintenant? C'est juste de récupérer, ou bien d'affecter les données vers quoi? Vers Form Student. Alors, Form Student, est-ce que vous avez le droit de faire comme ça? ID. Non. Parce que ça, ce n'est pas un objet. Parce que l'ID ne se trouve pas à l'intérieur directement de Form Student, mais ça se trouve ici dans Controls. Parce qu'un formulaire, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ce qu'on appelle des controls. Les controls, ce sont quoi? Ce sont les zones de texte, les boutons, et ainsi de suite. Alors, dans les contrôles, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? ID, non et not. Donc, comme ça, vous pouvez récupérer les données des contrôles. Alors maintenant, regardez. Est-ce qu'on a le droit de faire comme ça? ID reçoit, par exemple, student.id. Hein? Donc, il n'a pas donné d'erreur. Donc, on peut tester. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà des erreurs ici. Vous voyez? Alors, je clique sur Camel, mais je ne vois rien. Alors, qu'est-ce que je peux voir ici? Voilà. Control, register on change is not a function. En fait, on ne peut pas modifier. Hein? Donc, en fait, on ne peut pas modifier l'ID de cette manière. Pourquoi? Parce que ça, on l'appelle directement, ça s'appelle read only. C'est un objet read only. On peut lire, oui, mais on ne peut pas affecter directement. Et donc, pour l'affectation, qu'est-ce qu'on peut faire? On utilise ce qu'on appelle la fonction setValue. D'accord? La fonction setValue. Il y a aussi reset pour vider. D'accord? Donc, j'utilise setValue et à l'intérieur, je fais quoi? Student.id. Comme ça. Alors, je vais aller vérifier. Ah, je pense que ça va marcher maintenant. Alors, Ahmed, 14. Non, pardon. Ahmed, voilà, je vois 14. Et donc, de la même manière, je peux faire quoi? Je peux affecter les autres. N'est-ce pas? Alors, j'utilise la même chose, sauf qu'à la place de student ID, j'utilise le nom, le prénom. Moi, je pense à autre chose. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de méthode pour faire un set value comme ça, directement, et donner directement students? Moi, j'ai pensé faire ça, juste pour tester si ça passe ou pas. Alors, je vais juste vérifier. Parfait. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, il a rempli le tout en un seul coup. Donc, en fin de compte, ce n'est pas la peine de prendre chaque contrôle à part. Et si vous avez 10 contrôles ou bien 15 contrôles, est-ce que vous allez écrire 15 lignes? Non, ce n'est pas la peine. Donc, directement, form student, setValue, et je lui donne un objet qui contient les mêmes données. Voilà. Mais il y a une petite chose à vérifier. Alors, regardez. J'actualise. Je ne vois pas d'erreur. Je clique sur Camel. Et là, je vois une erreur. Alors, c'est quoi ça? Donc, il a dit que can't find form control with name group. C'est normal, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait?
Elle a essayé de prendre students, mais students contient quoi? Contient l'ID, le nom, la note et le groupe. C'est bon? Alors, avec cette méthode, lui, il a essayé de prendre le groupe et il l'a affecté à quoi? À ça. Au contrôle. Mais malheureusement, ici, on n'a pas de groupe. C'est bon? Donc, quand même, on a ignoré. Alors, en fait, donc soit si vous avez les mêmes propriétés ici que là, vous pouvez utiliser cette méthode. D'accord? Et on n'aura jamais une erreur. Sinon, on peut utiliser notre méthode avec laquelle on a commencé. Voilà. Et comme ça, on n'aura plus d'erreur. Puisqu'on a seulement 3 contrôles, ça ne posera pas un problème. Donc, je mets non, non, comme ça. Et j'ajoute ici la note et la note. Bien. Et je vérifie maintenant. Voilà, comme vous remarquez, il n'y a plus d'erreur. Voilà, je clique et tout est rempli et je ne vois plus d'erreur. Donc l'erreur, elle vient d'où en fait? Elle vient d'ici, hein, quand je clique directement sur ajouter. Regardez, hop, là il y a une erreur. Pourquoi? Donc l'erreur vient de quelle ligne? De la ligne 35. Et donc si vous allez vers la ligne 35 de formulaire, qu'est-ce que vous allez voir? C'est ça, ça veut dire tout cela, c'est la ligne 35. Et donc lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de faire un parse. Ça veut dire transformer quoi? Un data student en JSON, en objet, de JSON vers objet. Mais nous, quand on clique directement ici sur ajouter, on ne transfère rien. Ça veut dire qu'on a un objet quoi? De type undefined. Donc il faut vérifier d'abord si l'objet qu'on a reçu est undefined ou non. S'il n'est pas undefined, ça veut dire qu'il est bien défini, comme on a déjà fait ici. Voilà. Maintenant, ça, c'est pas undefined. Mais en cliquant directement sur ajouter, ça va générer une erreur. Et donc, pour résoudre ce problème, il faut en fait vérifier, faire une petite vérification d'abord, avant de faire le parse. Donc, à l'intérieur, vous allez faire un if. If quoi? Hein? If data student est différent de undefined. Si c'est le cas, c'est en ce moment-là, je peux faire tout ce code. Voilà. Comme vous remarquez, tout cela est conditionnel. Il n'est exécuté que si le student est différent de undefined. Alors, je revérifie, je clique sur liste, je clique sur ajouter et aucun problème, comme vous remarquez. Mais quand je passe vers, en utilisant le bouton, voilà, et je vois bien les données et même valider et bien activé. Alors, qu'est-ce qu'il manque, s'il vous plaît? Et il faut empêcher à l'utilisateur de changer l'ID. Parce qu'on est dans le cas de modification, et en modification, l'ID ne se change pas. Parce que c'est une clé primaire. Et donc, on va griser cette zone de texte. Alors, comment on l'a grisée? Tout simplement, après avoir fait un set pour les values, on peut tout simplement faire quoi? This form student controls id, voilà, c'est ça, disable entre parenthèses, c'est obligatoire parce que c'est une fonction disable qui permet de désactiver le contrôle. Alors, lister. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? L'image prend un peu de temps pour qu'elle soit affichée, n'est-ce pas? C'est juste parce que l'image est un peu... Soit Internet n'est pas rapide, ou bien soit
l'image est trop grande. Donc, il faut, comme je viens de dire tout à l'heure, vaut mieux de changer la taille des images avec un logiciel tel que Photoshop, par exemple, ou bien Paint. Bien, alors je clique maintenant et je vois que je n'ai pas le droit de changer, d'accord, de changer l'ID, mais je peux changer le nom, d'accord? Samy, par exemple, validé. Il y a une erreur. Pourquoi? Hein? Exactement, on n'a pas encore défini la méthode updates. Alors, bon, valider, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise généralement quoi? Une méthode post. Voilà. Post, qu'est-ce qu'elle a dit? 500. Donc, il a renvoyé le code 500, qui veut dire qu'il y a un problème au niveau de backend. Et je pense que dans le backend, on n'a pas prévu une méthode pour la modification. Et donc, je vais aller vérifier maintenant. Alors, quand je clique sur valider, il va peut-être essayer d'ajouter cet élément qui existe déjà. C'est pour cela, je pense qu'on va aller voir ici, dans Spring, on verra qu'il y a une erreur. Alors, l'erreur qu'on peut voir ici, c'est quoi? Voilà, Identifier Generation Exception. Qu'est-ce qu'il a dit? IDs for this class must be manually assigned before calling save. Oui. Oui, bon, finalement, c'est un problème de clé étrangère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut revenir vers Spring et ajouter la méthode updates. Je ne sais pas s'il existe ou non. Voilà, elle est là. On a déjà mis la fonction qui permet de update un student. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut juste aller vers notre formulaire et aller voir Add Students. Donc, en fait, on a la méthode Add Students. Cette méthode est appelée par quoi? Ici, on a HTTP post qui permet d'ajouter un étudiant. Alors, est-ce qu'on ne peut pas utiliser HTTP update? Alors, est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser un try comme ça, avec, par exemple, catch, avec deux points, exception. J'ai commencé à mélanger le code Java avec le langage JavaScript. Voilà, je vais juste revérifier. Mais sinon, regardez, je peux faire un petit truc. Alors, comment je peux choisir entre la modification et l'ajout? Enfin, comment je peux savoir? Est-ce qu'il s'agit d'une modification ou bien d'ajout? Parce qu'il faut savoir d'abord, est-ce que l'ID existe ou non? Mais nous, on ne veut plus utiliser cette méthode. Parce qu'on est obligé d'aller encore demander au backend de nous renvoyer si l'ID existe ou non. Et ça, c'est un peu dur. D'accord? Voilà, comme je viens de dire, on essaie d'enregistrer avec try. Je ferme try ici. Bien sûr, après tout cela, et j'appelle catch, si vous voulez bien, je mets E ou bien error, .ini, j'ouvre et je ferme les accolades. Je peux faire un console.log juste pour voir l'erreur. .message. Voilà. Pour voir le message d'erreur. Alors, je vais vérifier.
Voilà, donc voilà, ça c'est le message d'erreur qui a été lancé. Donc je reviens et je fais catch et à la place d'afficher un message d'erreur, on fait quoi? On fait un 10.http.put et j'utilise le même code. Voilà, j'utilise le même code, ça veut dire que je sais de faire un put maintenant. Voilà, form students value, subscribe, data, et ainsi de suite. J'essaie de changer maintenant. Oh, donc il a renvoyé encore une autre erreur. Erreur 500. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de backend. Alors, quand vous remarquez maintenant, j'ai essayé de tester d'abord l'objet form_students pour voir sa valeur. Et quand j'ai fait comme ça, et quand je clique sur valider par exemple, regardez ce que je reçois, seulement le nom et la note. Donc l'ID n'est pas récupéré, tout simplement, on a oublié que la zone de texte est déjà grisée. Et donc quand il est grisé, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer sa valeur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Hein? Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave, puisque normalement, au niveau du back-end, hein? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, donc je peux, par exemple, ici, faire comme ça, faire 10.form_students.controls, c'est ça, et point ID, c'est ça, point enable, comme ça. Je peux l'activer. Et maintenant, on peut tester. Je change. Et on verra. Parfait, ça passe. C'est bon? Et donc, en fin de compte, vous pouvez remarquer que, voilà, on a bien récupéré l'ID. Parce qu'avant d'ajouter, on active l'ID pour qu'il soit récupéré ici. Et même, regardez, une autre information. Donc, j'ai utilisé un try-catch. Si on n'utilise pas de try-catch, on laisse directement le code comme il était avant. Est-ce que ça va fonctionner ou non? Regardez, j'ai laissé post. Hein? J'ai laissé post. Alors, je reviens vers, par exemple, Ahmed. Voilà. Et je change, à la place de Ahmed, je vais mettre sa lettre A majuscule. Ahmed, auparavant, et la note, je mets, par exemple, 19. Voilà, ça marche. Donc, que ce soit avec l'API put ou bien post, ça marche. Pourquoi? Parce que normalement, ce try-catch a été déjà fait par le backend. Si l'élément existe, on le modifie. Sinon, on fait un update. Et ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû au fait que, au niveau du backend, regardez le code de put mapping, on utilise le service, bien sûr. Si on passe vers le service, on pourra voir que le service, voilà, ça c'est student service. Voilà, qu'est-ce que vous allez remarquer? Dans update students, on utilise sr.save. Et dans add students, on utilise aussi sr.save. Finalement, c'est le même code. C'est pour cela, c'est pas la peine d'utiliser un try-catch ici. C'est déjà post qui est déjà suffisante. Et comme ça, vous pouvez remarquer qu'on a bien modifié l'élément.
Alors, ensuite, maintenant, ce qui ne me plaît pas, c'est l'affichage des notes. Par exemple, je vais changer la note de Ahmed, je vais la remettre à 6. Normalement, à la place d'afficher 6 comme ça, j'aimerais bien afficher 0,6,00. Et là, 0,8,50. 20,00. C'est-à-dire qu'il faut formater les valeurs numériques. Donc, comment je peux faire ça? À l'aide de ce qu'on appelle les pipes. Donc, je peux aller vers l'affichage de la liste en HTML. Et ça, c'est la ligne où j'affiche quoi? J'affiche les notes. Et donc, je peux tout simplement ajouter un pipe comme ça, une barre verticale, écrire number, deux points avec deux simples cotes. Et là, tout simplement, j'écris 2.2, deux chiffres avant, bien à gauche de la virgule, et deux chiffres à droite de la virgule. Et comme ça, quand on affiche, regardez comment on va voir les notes, voilà, d'une manière bien organisée. Donc, il n'y a pas seulement les pipes pour les numbers, il y a aussi pour les dates. Si vous avez une date de naissance ici, hein, vous pouvez chercher un pipe date pour Angular et vous pouvez le modifier. Alors, bien, maintenant, on va continuer avec l'ajout, mais cette fois-ci, on va ajouter également la photo de l'étudiant. Donc, d'abord, il faut bien préparer le côté Spring. Pourquoi? Parce que là, normalement, ce que vous avez l'habitude de faire depuis le début, c'est de choisir raw et puis JSON et vous écrivez un code JSON ici, normalement. Et donc, Spring, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Il a l'habitude de recevoir un request body, student, et il va l'ajouter, avec le service bien sûr. Mais maintenant, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que nous, on n'envoie pas des simples chaînes de caractères. Ça veut dire qu'on n'envoie pas un fichier JSON, mais on envoie ce qu'on appelle un form data. D'accord? Et avec Postman, regardez ce qu'il faut faire. Avec Postman, on doit cliquer sur form data, puis on identifie l'ID, le nom, la note, et on considère qu'on a ajouté aussi file dans l'entité students à l'intérieur de Spring Data. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? On peut tout simplement envoyer une photo, comme ça, image, voilà. Et cette image va être enregistrée dans un emplacement qu'on a défini dans Spring Boot. Donc regardez le changement qu'on a fait. Voilà le changement qu'on a fait. Alors vous vous rappelez déjà de PostMapping, n'est-ce pas? Alors PostMapping student, on a l'habitude de faire student at student, mais juste après on a l'habitude de faire request body. C'est ça? Request body student, c'est ce qu'on avait déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va recevoir des paramètres, des request param. Alors on a envoyé combien de paramètres? 1, 2, 3 et 4. Et qui sont envoyés avec Postman. Ils sont là. ID, nom, note et file. Maintenant, toujours avec Spring, c'est ce qu'on a reçu. Request param 1, 2, 3, 4. Sauf que le dernier, si vous remarquez le type, c'est un multi-parts file. Ni string, ni double, ni long, ni int. C'est un multi-parts file. Et cela signifie qu'il s'agit d'un fichier reçu à partir de quoi? À partir d'un formulaire form data et pas raw JSON. Bien. On continue toujours. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez faire un print pour afficher le file, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord récupérer le chemin local, le current path, avec system.getProperty user.dir.
Cela permet de renvoyer le chemin actuel, le chemin courant, dans la variable currentPath. Pourquoi faire cela? Parce que quand on reçoit le fichier file, automatiquement le fichier reçu par requestParamètre est reçu dans un chemin temporaire. Donc il faut faire quoi? Il faut transférer le fichier vers un nouveau chemin que vous connaissez. Et donc le nouveau chemin que vous connaissez, le voilà. Donc on va créer un nouveau fichier à l'intérieur de la méthode transfert to. Là je parle de file qu'on a reçu. Donc je prends le current path, ça veut dire le chemin dans lequel s'exécute mon programme. Et là, je passe vers le dossier photo. Voilà, on a déjà le dossier photo. Si vous vous rappelez, si vous voyez bien ici, elle est là. Voilà, elle est directement sous cette arborescence, premier niveau de l'arborescence, juste sous My First App. Et donc le chemin de My First App, c'est ça, c'est current path. Donc j'ajoute photo et ensuite je fais quoi? Ah, là, ça c'est la chose la plus importante. C'est quoi? C'est de changer le nom du fichier. Auparavant, il s'appelait comment? Il s'appelait image.jpg. D'accord? Mais maintenant, il va être appelé ID. Mais c'est quoi l'ID? C'est le numéro de students. Hein? Maintenant, pour chaque fichier enregistré, il va porter le nom du students.jpg, qui est l'extension, bien sûr. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau student. On va lui donner l'ID qu'on a reçu, le nom, la note, et bien sûr, quoi? Le nouveau nom est nul pour le groupe, pour le moment. Et enfin, on va appeler le service pour qu'il nous fasse add students pour l'ajout à la base de données. Bien, ça c'est le côté Spring. D'accord? Alors on va passer maintenant rapidement vers le côté Angular. Et la première des choses à faire, allez, aidez-moi s'il vous plaît. La première des choses, c'est d'aller, voilà, ajouter le champ file. Comme ça. Et donc, form control name, je vais lui donner le nom file. Le type, c'est file. Et le placeholder, c'est file. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, nous voulons récupérer d'abord le fichier lorsqu'on sélectionne un fichier. Et donc, pour cela, on doit appeler une fonction change, d'accord, qui va appeler une nouvelle méthode qu'on va l'appeler, par exemple, file selected. Alors, cette fonction accepte en paramètre event parce qu'on aura besoin par la suite. Vous allez voir comment. Et je passe maintenant vers où? Vers mon formulaire TS et je vais aller déclarer la fonction, juste avant add students, je peux déclarer la fonction selected, file selected. C'est ça le nom, si je me rappelle bien, file selected. Bien. Alors, à l'intérieur, je déclare mon event, le point any. Bon, j'ai essayé event, mais ça n'a pas marché. Donc, on peut utiliser any. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le fichier et le mettre où? Allez, s'il vous plaît. Il faut récupérer le fichier depuis le formulaire et le mettre où? Donc, il faut ajouter quoi? On a déjà ID non et on a not. Alors, il faut ajouter un autre attribut qu'on va l'appeler file comme ça. D'accord? C'est bon? Alors, bien. Donc, on est où? On est dans file selected. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Voilà, donc il faut mettre tout simplement 10. Quoi? Form
student, voilà, point get, si vous voulez bien, et je get l'attribut file, et là je mets set quoi? Set value. Voilà. Et donc, quelle est la valeur à mettre ici? Entre parenthèses, c'est le file qu'on doit récupérer, n'est-ce pas? Et donc, pour récupérer notre fichier, je peux faire comme ça, const file, comme ça, égale à, voilà, this, pardon, c'est events, voilà, events, point, target, point, files, c'est ça, et je prends le fichier 0. Et à l'intérieur, je mets file. Alors, 0, pourquoi? Parce que généralement, on peut sélectionner plusieurs fichiers. Et donc, le 0, ça veut dire que c'est le premier fichier. Le 1, c'est le deuxième fichier qu'on a sélectionné, et ainsi de suite. Mais il faut faire attention, on pourra générer une erreur par la suite si, bien sûr, le file n'existe pas. Mais après, normalement, ça n'existe pas parce que on ne pourra jamais exécuter cette fonction si le fichier n'est pas sélectionné. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le file sélectionné à l'intérieur de file, l'attribut file de form students qui est en haut. Alors, je descends maintenant et regardez ce qu'on va faire. La première des choses, c'est quoi? C'est ça. Bien sûr, on peut utiliser d'abord, comme ça, form data. D'abord, il faut mettre, voilà, form data, comme ça, minuscule, deux points, c'est pas deux points, égal à new form data. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un const. Voilà. Alors par la suite, on fait quoi? Form data point append et j'ajoute. J'ajoute l'ID. C'est ça? Allez, s'il vous plaît. J'ajoute l'ID et j'ajoute la valeur de l'ID. Donc la valeur de l'ID vient d'où? Il vient de notre, voilà, this point form student point get quoi? Get ID. Point. Bah, c'est la même chose. Soit vous écrivez point .controls point .id ou bien directement get ID. C'est le même programme. Values, value. Et normalement, ici on accepte string ou on n'accepte pas nul. Donc tout simplement j'ajoute, je convertis en string, quel que soit le cas. Comment? J'ajoute tout simplement plus chaîne vide. Bien. Alors je refais la même chose pour les deux autres variables, la note et le nom, comme ça. Voilà. Bien. Et finalement, on ajoute pour la dernière fois pour file aussi. Parce qu'il faut ajouter le file à notre request, à notre form data plutôt. Et maintenant, je mets ici quoi? File, c'est ça. Mais là, regardez, est-ce qu'on est obligé de... Hein, mais si vous ne faites pas comme ça va être une erreur. C'est bon? Sinon, si vous faites comme ça et le rendre en chaîne de caractères aussi, ça ne marche pas parce que notre objet, ça ne sera plus un fichier, mais ça sera
une chaîne de caractères, n'est-ce pas? C'est pour cela, avant de faire ça, il faut déclarer quoi? Un file, n'est-ce pas? Un file f, par exemple, ou bien un file comme ça, égale à ça, à ce qu'on a écrit ici, tout simplement. Alors, pardon, j'ai changé encore. J'ai changé le langage, j'ai commencé à écrire en Java. Normalement, ou bien file directement, const. C'est ça? Et maintenant, on écrit file, mais attention, il faut faire un if, n'est-ce pas? Comment peut-on faire cet if-là? On écrit hein? Voilà, exactement. Si, en if, quoi? Pardon, ici. Après, if, file, est différent de nul, on fait quoi? On peut faire ça, tout simplement. Voilà. D'accord? Donc, si file est différent de nul, on peut l'envoyer. Parfait. Alors, maintenant, la dernière chose qui nous reste, c'est quoi? C'est de remplacer quoi? On n'envoie pas maintenant form student, mais on envoie form data. Donc, c'est le form data qui va être envoyé à la place de form student. Form student est un contenu JSON, mais form data, c'est un formulaire avec des données comme des fichiers. Bien. Je pense que c'est tout. Alors, je vais aller vérifier. Ça, même si vous voyez des erreurs, c'est pas grave, on va corriger. Alors, je choisis une personne 555, Monsieur Ibrahim, il a 14, je choisis une photo, par exemple, une photo comme celle-là, par exemple. Alors, comme vous remarquez, il a généré quelques erreurs, mais ce n'est pas grave, on va revenir et changer ça. Et je clique sur OK. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ibrahim a été bien envoyé. D'accord? Alors, pour être sûr, il faut aller vers ici, la base de données, et voir que Ibrahim a été bien ajouté et sa photo porte le nom 555.jpg. Et aussi, si vous voyez bien, et là, voilà. Vous voyez la photo de Ibrahim. J'ai choisi une photo aléatoire. D'accord? Voilà. C'est bon?